Imaginez une femme enceinte, à terme, sur le point d'accoucher, qui la veille de son accouchement est en train de travailler dans son usine. Le lendemain, elle accouche et 10 jours après, elle est de retour dans son usine avec son bébé à côté d'elle pour terminer de livrer une grosse commande. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités de la vie d'entrepreneur du point de vue des femmes. Et vous allez écouter un parcours brillantissime et très inspirant. Il s'agit de l'histoire de deux sœurs qui ont cru en un rêve qu'elles ont nourri depuis toute petite, de créer une marque de cosmétiques mondiale afin de pouvoir inspirer le monde par leurs valeurs. Et aujourd'hui, elles sont en train d'y parvenir. Avec un capital d'à peine 35 000 euros au départ, l'année dernière, elles ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Leur fierté vient de ce qu'elles ont commercialisé en 2 ans à peine, 1,5 million de produits. Aujourd'hui, avec une gamme de plus de 300 produits différents qu'elles fabriquent, qu'elles ont toutes créées, motivées par une seule chose, leur passion. Faire du business en famille peut être l'une des meilleures choses qui soit quand ça marche. Et c'est très clairement ce que ces deux sœurs nous démontrent depuis plus de 17 ans dans l'entrepreneuriat. Elles ont commencé très jeunes. Aujourd'hui, elles ont une expérience incroyable avec beaucoup d'histoires et beaucoup de challenges par lesquels elles sont passées. Elles ont décidé de se livrer dans cette interview pour nous parler de leur parcours comme jamais auparavant, nous livrant leurs difficultés, leurs réussites, leurs secrets, mais surtout leurs valeurs, afin que tout ceci puisse t'inspirer. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais il faut absolument que tu te poses et que tu écoutes cette interview parce que je pense que tu vas la réécouter tellement il y a des pépites dedans qui vont te challenger. Partage-la un maximum autour de toi parce que je pense qu'il y a certainement plusieurs femmes qui vont être challengées, bousculées par leur histoire. Mais pas que des femmes, parce qu'au final, quand il s'agit de réussite, c'est pas une question de sexe, c'est juste une question d'être humain et de valeur. En revanche, je vais te demander une chose. Si à la fin de cette interview, tu as appris une chose, tu as été challengé par quelque chose, c'est vraiment de la partager pour que d'autres personnes puissent aussi être édifiées et encouragées comme tu as pu l'être. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages massivement autour de toi les vidéos pour qu'elles aient un impact de plus en plus grand. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition Pick-up SUV berline en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur, pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé. Et puis si vous recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, contactez-nous aussi parce qu'on a ce qu'il vous faut. Et enfin, pour ceux qui investissent, si vous voulez acheter votre maison pour vous, pour votre famille, ou alors simplement en faire un investissement immobilier, contactez-nous parce que nous construisons des maisons que nous vous mettons à disposition. Je ne vous en dis pas plus, allons rejoindre nos deux invités. Let's go! Bonjour Sabrina, bonjour Rachel. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice de l'interview pour parler de votre parcours et de votre marque. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps juste vous présenter? Rapidement, donc, je suis Sabrina. Je suis Rachel. Nous sommes sœurs et les fondatrices de la marque Elika Beauty, tout simplement. Vous n'êtes pas jumelles, il faut le dire. C'est ça, pas jumelle. Merci de le préciser. Alors, la marque Elika Beauty, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, Elika déjà, ce que ça veut dire foi. Voilà, donc la foi, c'est un peu notre état d'esprit, notre mindset. Donc la foi, la résilience, l'estime de soi, le fait de croire en ses capacités, en ses propres talents et en sa propre beauté. Donc c'est grâce à ce concept qu'on a pour le coup lancé notre marque de cosmétiques qui reprenait un peu ces valeurs-là. C'est ça, et donc de façon générale, c'est une marque de cosmétiques 100% naturelle, vegan, éco-responsable et bien sûr qui s'adresse à toutes les beautés du monde. C'est vraiment vegan. Ça veut dire quoi une marque vegan? Ça veut dire une marque dont la formulation n'utilise aucun actif issu de matières animales ou humaines, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y en a qui utilisent ça? Oui, complètement. Oui, totalement. D'accord, ok. Non, jamais du tout. C'est ça. C'est purement des plantes à la base, non? Pas forcément. C'est ça, il y a beaucoup d'actifs aussi qui sont chimiques dans la cosmétique. Et parfois, effectivement, on peut avoir, par exemple, un exemple tout bête, le miel, par exemple. Ça peut être un peu controversé parce que c'est quand même issu des abeilles qui restent des animaux. Donc, d'accord, oui, c'est vrai. C'est ça. On l'aime bien, mais ça vient des animaux. Okay. C'est ça. D'accord, donc vous, effectivement, vous avez une formulation totalement vegan. Vegan. Ok, très bien. Je vais vous poser des questions comme elles viennent. Déjà, vos produits, est-ce que c'est pour... Est-ce que vous faites de l'éclaircissement de peau ou pas? Et sinon, pourquoi?
Alors pas du tout, nos produits, donc c'est 100% naturel pour tous les types de peau, les carnations de peau, on est dans la sublimation des peaux naturelles, on fait pas de produits éclaircissants, on fait des produits unifiants, traitants, voilà, parce qu'on estime tout simplement qu'on doit apprendre à s'assumer, accepter sa propre beauté, et on a de bons produits finalement qui permettent d'embellir notre capital beauté. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire quoi, embellir un capital beauté? Ça veut dire travailler par exemple sur l'unification du teint. Parfois on peut avoir un teint qui peut être disparate, mais on peut utiliser des crèmes ou un actif tel que par exemple, je dis n'importe quoi, l'huile de carotte ou l'huile de sésame qui vous permettent d'avoir un effet lumineux, mais en gardant son teint naturel. Voilà. Sans que ce soit pour autant, ça passe par une phase de dépigmentation ou d'éclaircissement de la peau. Alors, j'ai l'opportunité de pouvoir parler avec vous, donc on va en parler. Hein, c'est un bien notre question, parce qu'il y a une grosse question de valeur derrière. C'est pour ça que je vais vous poser parfois des questions concernant vos valeurs, votre vision et comment vous voyez les choses. L'univers de la beauté est un univers hyper concurrentiel. On va essayer de comprendre aussi comment vous avez fait pour vous démarquer, pour être là depuis combien d'années maintenant? 17 ans. C'est ça. 17 ans. C'est ça. Vous avez commencé à la crèche? Presque. Bon, quand même pas, mais à l'époque, j'avais 18 ans et Rachel en avait 22. Quand vous vous êtes lancé? C'est ça. Mais à 18, 22 ans, on va à l'école. Pourquoi vous allez chercher de l'argent? Vous avez un problème? Alors, on n'a pas cherché de l'argent, on a été passionnés par notre domaine de la beauté et on voulait justement aussi apporter notre pierre à l'édifice sur le fait que, dans l'univers des cosmétiques, il n'y a pas forcément d'offres ou encore pas assez pour les peaux afro, pour les beautés afro, surtout à l'époque. Donc, là, il y a beaucoup, mais... C'est ça. Voilà. Mais à l'époque, c'était effectivement quelque chose d'assez innovant d'arriver sur le marché avec une offre... Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller vers ça? Parce que quand on a 18 ans en France, on ne pense pas forcément à faire de la cosmétique. Alors nous, on est entrepreneurs dans l'âme déjà. C'est ça. Et passionné. C'est ça. Voilà. Donc, on tient quand même à souligner qu'effectivement, on avait 18 ans, on a quand même fait des études. Moi, j'ai fait une école de commerce. Rachel a une licence en marketing. 18 ans, tu avais à l'école de commerce? Non, justement, non. Moi, c'est-à-dire que j'allais toujours à l'école, effectivement. Mais en même temps, tu vraiment. Tu as lancé ton business et tu as continué à l'école. Exactement. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Mais avant tout, c'est une passion et c'est un rêve de petite fille. C'est vraiment, quand on était plus jeune. Vous rêviez d'avoir une marque de cosmétiques? C'est ça. D'avoir en tout cas une entreprise dans les cosmétiques, c'est quelque chose qui nous a toujours parlé. Je nous vois encore à l'époque où on partageait notre chambre, dans notre lit à étage. Moi, j'étais en haut, elle était en bas. Voilà. Et on en parlait avant de s'endormir le soir. Tu t'imagines, on va faire ça, on va l'appeler Elika. On avait déjà choisi ce nom il y a très longtemps. Et c'était en fait finalement un rêve qui est aussi né d'une série, faut qu'on le dise. Voilà. On l'avoue, Victor Newman des Feux de l'amour. Notre maman adorait cette série, on regardait avec elle. Et on est tombé finalement fan du personnage emblématique qu'incarnait Victor Newman en tant que boss, patron dans les cosmétiques. Ah oui. Ça nous a donné tout de suite envie aussi. Grâce à Victor Newman. C'est ça, totalement rôle modèle, il nous a inspirés. Il faisait des choses juste incroyables avec sa famille dans le domaine des cosmétiques. Et nous, on s'est dit pareil, on va faire une success story familiale dans le domaine des cosmétiques. Et cette fois-ci, on intégrera tous les types de beauté, y compris les nôtres, les femmes noires. Parce qu'on était aussi très frustrés quand même de grandir dans un environnement, on avait peu de concepts qui s'adressaient aussi à notre beauté en tant que jeune femme noire. Donc on s'est dit, le jour où on a l'opportunité, on fera quelque chose d'inclusif qui permettra aussi à tout type de beauté de se reconnaître et de proposer un service global, quoi. C'était ce qu'on a fait. Même ce sera la première fois que j'entends des gens qui regardaient une telenovelas en tirer quelque chose d'aussi positif. Ah, mais il y a des choses positives. Si tout le monde pouvait regarder les telenovelas avec un regard entrepreneurial en se disant, parce que c'est souvent le même scénario, le héros est riche ou d'une famille riche, il est souvent avec une femme, il y a toute une famille riche dans les telenovelas, les gens ne regardent jamais ce que cette famille fait et vous avez regardé ça. Oui, on a regardé, il travaillait avec ses enfants, donc il y avait déjà le côté un peu la famille, donc le business en famille, avec ses enfants, avec sa femme, et donc c'était vraiment très inspirant parce que finalement il faisait des choses incroyables en famille, voilà. Donc, et vous travaillez aussi en famille, vos époux sont dans vos business? Alors pas du tout, nous on travaille toutes les deux en famille. On n'a pas fait c'est pas au niveau Newman. Pas encore, peut-être que nos enfants reprendront une dynastie, ne sait-on jamais. Mais effectivement, j'espère que vous allez leur inculquer très tôt. C'est ça. Bon, ils ont l'air de comprendre, parce que de temps en temps, ils ont créé un petit univers Elika Beauty aussi. On voit qu'ils jouent à Elika. Ils sont déjà dans tout ça, puis ils viennent au bureau, ils comprennent ce qu'on fait. Mais c'est vrai que pour nous, déjà, le fait de travailler entre sœurs, c'est quelque chose juste d'incroyable. Moi, j'aurais pas pu vivre cette histoire avec quelqu'un d'autre que ma sœur. En tout cas, je suis super contente de vivre, de kiffer ça. On se dit, non, mais tu te rends compte que là, on est en train de le faire, là, en fait. On est en train de faire notre rêve. Vous êtes vraiment sœurs. Par exemple, on voit les traits de ressemblance, vous êtes vraiment sœurs. Ah oui, complètement. On est vraiment sœurs, on n'est pas jumelles. Et ce qui est bien, c'est que dans le business, il n'y a pas de droit d'aînesse.
Donc Voilà. ça, c'est bien. C'est vrai? Toi, tu t'as parce que t'es la plus petite, c'est ça? Oui, je suis la plus jeune, voilà. C'est D'accord. vrai que dans le business, c'est compliqué de s'imposer parce que, bon, voilà, elle est là, on va Tu pas vois, tu mentir. écoutes, tu respectes, c'est ça? Non, Justement, là, c'est ça qui est finalement. bien. Un jour, on parle de ça. Comment travailler en famille, justement? Sachant que dans la vie, tu es l'aîné, tu es la frangine. En plus, dans les communautés africaines, le respect, c'est très important. Le droit de l'aînesse, ça compte. Comment vous faites pour ne pas mêler le privé au business? Parce qu'il y a forcément des moments où on n'est pas d'accord. Totalement. Soit dans le business, soit dans le privé. Mm. Vous parvenez à faire, bon, j'imagine après 17 ans, vous avez pu le faire, mais est-ce que ça a toujours été simple? Une chose est sûre, en fait, nos parents nous ont quand même élevés avec une certaine proximité, on est très proches, il y a beaucoup de respect l'une envers l'autre, et donc finalement, on se marche pas sur les pieds. Donc, C'est ça. Clairement, si elle me dit quelque chose, je vais pas mal le prendre en tant que grande sœur, parce que je sais que finalement, c'est pour le bien de la boîte, et donc je respecte aussi son opinion, donc il y a beaucoup de respect, d'humilité aussi, finalement, ça. parce qu'on a la chance de pouvoir s'écouter l'une et l'autre, et je pense que c'est comme ça. Oui, je pense que l'éducation joue beaucoup parce que finalement, en ayant été éduqués un peu dans le même moule, bah finalement, nos parents nous ont aussi transmis à peu près les mêmes valeurs. Donc, on a la même façon un peu de voir les choses. On sait qu'on fait les choses pour la passion, pas forcément que pour l'argent. Donc, on a des valeurs finalement qui nous permettent de travailler ensemble. Voilà. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, on sera toujours sœurs. Et Donc on ça, peut on pas pourra. se disputer plus de 2 jours, parce que si la maman, elle voit ça, ça va Vous mal. vous asseyez tout de suite, d'accord, et vous me réglez votre histoire. Donc, Voilà, c'est aussi ça, on a cette chance. Du coup, non, mais c'est très intéressant parce que le business en famille, malheureusement, on a entendu tellement de choses. Ça fait plaisir de voir que ça peut marcher. Vous êtes les 2 seuls enfants à vos parents? Ah non, pas du tout, hein. On est 4. On est 4, donc une grande famille. 2 garçons? C'est ça, 2 garçons. Pourquoi vous les avez exclus? Ils sont en famille? Alors, non, ils sont avec nous, ça veut C'est dire ça. que quand on a besoin Ils nous de... soutiennent. Ils nous C'est ça. soutiennent et tout. Puis après, la fibre entrepreneuriale, on l'a pas tous, Oui, c'est ça. c'est pas tous, Ok. on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. C'est vrai qu'eux, ils ont plus un profil. On a notre petit frère qui est sportif et puis notre grand frère qui est plus, lui, cadre dans tout ce qui est Dans la qualité, donc ils nous aident vraiment. voilà. Mais ils ont pas ce goût du risque. Voilà. Nous, on est vraiment, on saute On la s'est tête bien la trouvé. première. On s'est bien trouvé. Dieu, Voilà. il sait pourquoi il nous a fait sœurs, parce qu'on s'est vraiment bien trouvé. On s'équilibre aussi. Du coup, on n'a Vous pas êtes forcément complémentaires comment? À c'est quel ça. niveau, justement, par exemple? Bah. C'est dans les tempéraments? C'est dans quoi? à tous les niveaux, dans les tempéraments. Rachel, c'est celle qui dit oui à tout, qui a peur de rien et qui à la fois, qui vit vraiment la Elika attitude jusqu'au bout. Et elle a raison. Moi, je suis plus madame risque, on tempère, on fait doucement, on regarde, enfin, on a vraiment une approche différente par rapport à c'est bien, ça. parce que finalement, quand moi je mets un coup d'accélérateur, elle va dire attention, t'as pas vu, il y a un obstacle là, donc attention. Et du coup, on accélère quand même, mais un peu plus doucement. Avec plus de Et précaution. voilà, c'est ça. Mais Totalement. vraiment, c'est ça. Puis dans les compétences aussi, du coup, moi, je suis plus dans la partie production. Du coup, comme on a notre propre laboratoire, hein, je suis la responsable du labo. Donc, tous les process prod, c'est moi. Puis Rachel, c'est plus la partie communication, marketing. Vente, ce Et genre puis de toutes choses. les deux, on est aussi, comme je suis quand même avec toi un peu Commercial. sur la partie commerciale, mais on est quand même assez différentes. Et Mais très heureusement. complémentaires. Ok, très intéressant. En termes de chiffres, aujourd'hui, Elika Beauty, c'est quoi? En termes de chiffres, Salariés, enfin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre cœur d'activité? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, ainsi de suite? complètement. Alors, en termes d'activité, donc c'est essentiellement une marque de cosmétiques. On a plusieurs types de produits qu'on vend, donc notamment le maquillage, qui est vraiment, on va dire, notre finalement notre best-seller, produit notre phare. C'est quoi le maquillage? Moi, excusez-moi, C'est tout parce ce que qui moi, j'entends maquillage, est... j'entends plein de produits en même temps. D'accord, mais c'est vraiment C'est ça, le fond de maquillage. teint. Voilà, fond Voilà. de teint, rouge à lèvres, produits de mascara. sublimation, C'est ça. voilà, mascara, fond de teint, gloss, rouge à lèvres. Donc, on va dire que ça, c'est Vous vraiment, avez toute cette gamme-là. c'est ça, Pour plusieurs carnations. C'est c'est ça. ça. On est vraiment universel aujourd'hui. Combien de produits au total? Vous savez? On a un catalogue de plus de 300 Sans produits, référence. toutes cool coloris confondues. Parce que par exemple, pour une référence de rouge à lèvres, on va avoir 13 ou 15 teintes. Pareil, donc on est vraiment sur... Vous avez conçu tout ça Oui. vous-même. Oui. C'est ça. On est passionnés, hein, donc nous, ça c'est vraiment très amusant pour nous de pouvoir proposer finalement des produits qui nous ressemblaient. On savait aussi que ça allait plaire à nos clientes. Donc du coup, il y avait pas, c'était nos limites. Et tout le temps, on a dit, tiens, regarde, t'as vu ce nouveau produit, on peut le faire aussi en naturel, en vegan. Donc c'est vraiment notre passion qui nous permet aussi derrière finalement de décliner des produits innovants. C'est ça. Aussi. Donc, vous avez dit du maquillage. Voilà, Ouais. on fait du Quoi maquillage, on fait du skincare, donc tout ce qui va être soin, notamment on parlait tout à l'heure de l'offre, notamment pour sublimer la peau, pour traiter la peau en profondeur. Voilà. Derrière le mot sublimer, c'est quoi sublimer la peau? Sublimer, moi, par j'utilise exemple- aucun produit, ma peau n'est pas bien. Alors, elle est très bien. Elle est très C'est-à-dire bien. que si par exemple on a des petites imperfections, moi par exemple j'ai des petites imperfections, on peut avoir des Qui sont dues à des quoi, pics d'acné, naturellement? ça peut être la Acné, pollution, la fatigue, pollution. le stress. Donc je vais utiliser par exemple une crème ou je vais utiliser un gel nettoyant qui va venir retirer toutes ces imperfections au Des quotidien. impuretés, ce genre Ah de oui. choses. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il n'y aura plus du tout ces impuretés-là. Voilà, Ça va On aura partir. moins de boutons, on aura Moins de moins de boutons. rougeur. Moins de tâches, C'est ce genre ça. de choses.
C'est un peu ça. Donc on fait voilà pour la peau, on fait aussi du coup pour les cheveux. Et là dernièrement on a lancé notre gamme sportif. Soins sport, effectivement. Voilà. 100% naturel. Ah, ok. C'est ça. Pour accompagner les sportifs dans leur effort quotidien. Donc, on a un gel de récupération. Donc, une fois, après un effort intense, on prend une bonne douche et notre gel qui est donc à l'huile de menthe poivrée va vraiment venir apporter un côté fraîcheur. Voilà. Un gel à l'huile de menthe poivrée. Et d'arnica. L'huile de menthe poivrée. C'est ça. Et ça, et d'arnica. Et l'arnica. Oui. Donc, deux actifs qui permettent finalement de permettre au corps de se remettre c'est suite le à... gel de douche, c'est ça? Gel douche, C'est un voilà. gel douche. On a une huile de préparation. Tout À l'effort. pour le muscle. Mhm. À l'effort, voilà, qu'on peut On la utiliser met avant. avant ou après. Donc, elle est au gingembre, au ginseng et encore à l'arnica. Voilà. Donc, des actifs qui permettent d'entrer en profondeur, de préparer le muscle. Ouais. Et on a une crème protection, notamment pour ceux qui courent, protection un peu solaire, qui permet justement, voilà, parce que les peaux sont fragiles face au soleil quand on fait de la course et tout. Donc, on se protège et on n'irrite pas la peau. Voilà. Wow. Ça, c'est la gamme sport. C'est ça. Un gamme sport. Ok, vous êtes sportive? Oui, anciennement, enfin, avec un peu moins Anciennement de temps. championne De Seine-et-Marne. Ah, championne en quoi? Alors, je faisais de l'athlétisme, soit en hauteur, il y a fort longtemps. Ah oui, d'accord, tu étais championne. C'est ça. D'accord, félicitations. Bah, merci. Pour les femmes. Petite médaille. Ah, quand même. Alors, du coup, donc, je vous disais, vous avez du maquillage. C'est ça. Donc, tout ce qui est peau, alors, maquillage, skincare. C'est ça. Et produits hommes, produits sportifs. C'est ça, c'est ça. Hommes comme femmes. Voilà, C'est ça. homme comme femme. Sportifs. Ce sont nos trois grandes gammes de C'est produits. ça. C'est ça. On développe aussi des produits pour les cheveux, mais vraiment ces gammes-là, ce sont nos trois grandes gammes. Parce qu'il y a du capillaire aussi. C'est ça, ouais. Totalement. D'accord. Et pour le capillaire, vous faites quoi? Pour les cheveux noirs, On fait pour les cheveux texturés. Texturés. C'est ça. Ça veut dire quoi, texturé? C'est des cheveux à texture ondulés, frisés, crépus. Ok. Voilà. Et puis on est vraiment pareil sur le traitement, sur l'anticasse, sur la pousse, C'est ce ça. genre de choses. D'accord, ok. Je vais vous poser une question provocatrice. Ça fait à dessin, je sais que dans les commentaires, vraiment, les gens vont certainement s'attaquer là-dessus. Pourquoi, avec tout ce que vous faites comme soin, vous, alors, je ne sais pas si ce sont, je n'y connais pas vraiment, mais est-ce que ce sont vos vrais cheveux? Alors, moi je peux répondre, ce ne sont pas des vrais cheveux, ce sont des coiffures protectrices. Aujourd'hui, Ah, moi j'ai des cheveux ok. qui tombent dans mon dos, voilà. Et Qui tombent dans le dos, c'est-à-dire en termes de En hauteur, longueur, c'est ça? elle a En termes de très longueur, bien. j'ai vraiment de longs cheveux. Mais encore une fois, avoir ces cheveux comme ça demande beaucoup de soins, de traitements et de temps. Mais Et c'est tant. votre business, le soin. Totalement, mais c'est pour ça que Complètement. j'adore. Et donc moi et puis mes filles, on a toutes les cheveux qui nous tombent dans le dos. Mais une chose est sûre, c'est que moi, par exemple, au quotidien, quand je me réveille à 7h et que je rentre à 22h, j'ai pas forcément toujours le temps de faire les routines adéquates pour protéger mes cheveux. Donc selon les saisons, je peux très bien avoir une coiffure protectrice, voilà, un peu comme ça, Des avec laquelle je me tresses. sens bien avec des tresses, pour voilà me permettre de tout simplement préserver et protéger mes cheveux. Et quand ça va finalement beaucoup mieux, ben je les laisse, j'ai plus de temps de m'en occuper, je peux les laisser parce que je sais que le soir je pourrais faire mes 15 minutes de routine, le soir comme le matin. Donc il y a aucun D'accord. sujet. Ok. Et le fait qu'on mette des coiffures protectrices, voilà, on est encore dans la sublimation. Ce n'est pas parce que on n'accepte pas nos cheveux ou parce que je C'est aussi le fait de changer, Ça enfin, peut être le cas aussi pour certaines Aussi, personnes. peut-être aussi, mais c'est aussi, moi, c'est le changement, moi, j'aime bien. Enfin, aujourd'hui, je peux être rousse, demain, je peux être blonde, je peux faire des tresses, je peux faire des locks. Voilà. J'aime bien C'est changer. aussi un Mais petit peu dans les quelqu'un qui prône l'acceptation au travers de sa marque, Alors, tu n'es pas blonde. Alors, en Tu n'es fait, pas rousse. l'acceptation, je reviens bien, on part vraiment sur le capital, Mais notamment. je taquine un peu à la- Alors, Je t'en mais c'est prie, c'est très intéressant. Et- Parce que, notamment pour l'aspect au niveau du teint, quand on Et parlait des de cheveux l'acceptation. aussi. Parce qu'il faut comprendre, juste pour pas te couper Sabrina, c'est que nous, finalement, la femme noire, moi, je me rappelle très tôt quand j'étais, et même mes filles me disent aujourd'hui, maman, je veux des tresses, maman, je veux que tu me laisses mes cheveux naturels, parce qu'on est habitué à avoir finalement une multiple beauté à travers nos cheveux. Moi, j'ai jamais fait une seule coiffure. Ça veut dire que même en grandissant, le fait d'être blonde, rousse, c'est dans notre, on va dire, typologie de beauté. La femme noire, c'est une femme qui aussi, au niveau de son style capillaire, peut changer. C'est pas Nana Mouskouri, le carré, jusque 365 jours de l'année. C'est pas nous. Nous, on va faire des tresses, on va faire des chignons, on va mettre du pan sur la tête, on va mettre des locks. Et c'est dans cette différenciation. Je suis d'accord, je vous comprends totalement dans cette différenciation-là. Mais ça reste des différenciations liées à votre origine, votre couleur, la texture naturelle de vos cheveux, les tresses, tout ce que tu as cité là. Par contre, rousse, blonde, ce n'est pas la texture La couleur. naturelle des Mais cheveux. mais le changement après, c'est universel. Nous, on avait nos instituts, et c'est ça qui était magnifique, c'est que des fois, on avait des clientes asiatiques qui venaient pour qu'on leur fasse des tresses. On avait, par exemple, Ah des oui. afros. Ah, Ah bien oui. sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ça tient pas très longtemps quand même. Ça peu fait pas importe, longtemps, mais c'est pour le look. après, avoir le côté- c'est pour le look, en fait. C'est-à-dire que finalement, la beauté, ce qui est top, c'est que c'est universel, en fait. C'est universel, tant effectivement que ça ne dénature pas. Et ça détériore Donc pas. c'est très important. C'est parce ça, que en vous avez fait. mis ça en avant dans vos valeurs. Et vous savez Complètement. que c'est un vrai sujet.
Complètement. Le côté de l'acceptation de soi ou du rejet de soi. Parce que là, on parle des cheveux, mais ça se voit aussi, par exemple, à travers la dépigmentation. J'ai un peu essayé de vous titiller avec ça tout à l'heure, parce qu'on est d'accord que la dépigmentation, l'un des gros problèmes, au-delà des problèmes de santé, c'est que c'est un rejet un peu quelque part de soi-même. Complètement. Mais on dit que le corollaire de ça au niveau des cheveux, c'est aussi la volonté parfois obsessive de certaines femmes de vouloir avoir le cheveu lisse, le cheveu roux, blond, après, au détriment même de finalement le cheveu noir crépus qui... C'est ça. Mais on peut être rousse, on peut faire une couleur rousse sur une afro. Enfin, je veux dire, la texture du cheveu, elle reste, oui, c'est vrai. Elle reste afro, en fait. J'ai pas beaucoup vu des afros rouges, mais mais si, il y en a plein. Énormément. C'est vrai? Ou blonde, ou blond, faire un beau tie and dye sur une belle afro, ou sur même des tresses aujourd'hui qu'on propose en tie and dye. L'aspect coloris et l'aspect texture varie, en fait. Il peut varier. Et puis encore une fois, les gens qui changent au niveau des cheveux. Alors souvent, j'ai rarement vu des femmes qui disent, moi je veux absolument que mon cheveu soit raide. Quand elles sont dans ce côté un peu, je change de coiffure. C'est vraiment juste, je veux changer de beauté. J'ai envie d'avoir les cheveux ondulés. Demain, je veux un carré. Après demain, je veux être blonde. Et c'est comme ça ma beauté s'exprime avec la capacité d'être une femme différente dès que je veux. Du coup, j'ai une question pour vous par rapport à cette chose. Mais est-ce que ça ne traduit pas aussi un peu l'image de ce que c'est qu'être une belle femme? Parce que si on s'imagine, je prends le cas de figure basique, peut-être que vous êtes dans cet institut, vous allez me contredire, mais je vois très peu de femmes caucasiennes, ici en France, qui se coiffent comme des noirs quand elles veulent changer l'expression de leur beauté. Elles vont faire des choses, elles ont plusieurs variantes, plusieurs options. Certains se rasent même les cheveux, mais j'en ai rarement vu qui vont se mettre une greffe à une perruque afro. Si, alors, déjà, ça, il y en a beaucoup. Bon, des perruques afro? Non, pas perruque afro. Perruque afro. Perruque, institut, extension, perruque, ça, il y en a beaucoup. Perruque afro, oui. Extension, oui, parce que c'est le prolongement un peu naturel de leurs cheveux. Ça, et souvent, et je pense, parce que avec l'expérience des institutions, on se rend compte aussi que c'est une question d'éducation. La femme caucasienne, finalement, c'est vrai que elle a une seule et unique même coiffure. Elle vient, elle fait son shampoing, brushing, et de temps en temps une permanente, et pourquoi pas une petite couleur quand il fait beau. Donc elle est très finalement mono-beauté. Voilà. Or que la cliente afro, dès qu'elle est dès son plus jeune âge, on va faire des traits sur le côté, on va faire de... Non, mais c'est-à-dire que cette volonté. Mais c'est notre routine, c'est-à-dire que nos mamans, elles nous coiffent, une fois par mois, t'as ta nouvelle coupe, tu te sens bien, tu te sens belle. Tu mets des perles, et puis tu mets des bijoux, et donc c'est notre expression de notre beauté qui finalement se matérialise dans ce sens-là, avec le côté, voilà, la facette, multiples facettes. C'est voilà. ça. Et je pense qu'en grandissant, on a aussi ça. On avait des clientes qui venaient, qui disaient, bon, ça fait 2 semaines que j'ai fait mes traits, je veux changer de tête, allez hop, je vais faire un long tissage. Puis 2 semaines après, c'est bon, j'en ai marre, je vais refaire des tresses collées. Donc finalement, on se rendait compte que c'est pas parce que les coiffures étaient abîmées ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle avait besoin, pour exprimer sa beauté, de pouvoir la faire varier. Et ça, je pense que c'est dû à notre éducation. Parce que dès qu'on est tout petit, je vois mes filles aujourd'hui, maman, je veux des tresses, après je veux des bouclés, et demain, je peux me laisser mes cheveux comme ça en afro. Donc, je terminerai avec une dernière question là-dedans. C'est quoi la limite alors? À quel moment vous vous dites, il faut peut-être faire attention, tout comme au niveau de la peau, quand on pense à on a dit tout à l'heure qu'il y a effectivement des produits qui permettent de pouvoir rattraper certaines choses, mais on sait par exemple que la dépigmentation c'est une limite, c'est-à-dire que là c'est clairement un rejet. Est-ce qu'au niveau du capillaire, on peut avoir une réflexion similaire, de se dire ça fait partie de l'ordre du commun, mais il y a peut-être des limites qui quand tu les franchis, tu bascules. Est-ce que vous êtes seul à votre de toute façon, à partir du moment où ça devient destructeur, à partir du moment, voilà, pour le cheveu ou pour la peau, c'est qu'il y a un souci. Je veux dire, on peut utiliser certaines choses, mais dans une certaine mesure. C'est comme les personnes qui sont complètement dans le rejet du défrisage. En soi, le défrisage, ça dépend pour qui, ça dépend. Mais si on se défrise tout le temps et qu'on casse le cheveu, qu'on le détériore, qu'on l'abîme, il y a des soins lissants qui sont très bien, qui sont 100% naturels, qui permettent finalement, si on a envie d'avoir une texture plutôt lissée, de les utiliser sans détériorer, on va dire, sa nature capillaire. Et finalement, le défrisage aujourd'hui, c'est cancérigène, c'est prouvé. Donc là, c'est la limite. Quand les produits deviennent dangereux pour sa santé, vous êtes savez que le défrisage, c'est totalement. Oui. Beaucoup de femmes se défrisent en Afrique. De plus et en c'est cancérigène. Oui, totalement. Mais de plus en plus. Il faut communiquer là-dessus. Il faut communiquer. Il y a aussi un travail d'éducation finalement pour bien faire comprendre aux personnes qu'on peut avoir les cheveux. Finalement, on peut les porter lisses, voilà, avec des soins lissants, totalement naturels, sans danger, voilà. Mais effectivement, c'est encore, je pense on va rentrer dans le domaine de l'éducation. Voilà, là c'est encore. Pareil pour la dépigmentation de la peau, c'est pareil, c'est cancérigène. Et puis encore une fois, il y a le rejet de son identité, de sa propre beauté. Je vais corser la question. Si la dépigmentation n'était pas cancérigène ou maladie, est-ce que vous trouvez quelque chose à dire? Totalement, c'est pas normal qu'aujourd'hui,
Oui, complètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, on doit s'accepter aussi tel que l'on est. Qu'on soit dans la sublimation, qu'on soit dans le fait, bon, bah, j'ai des boutons, effectivement. C'est pas très sympa, c'est pas très sexy. J'ai quand même envie d'avoir une peau plus nette, plus pure. Ça, c'est quelque chose. Ça, oui. Je vais le traiter. Mais à partir du moment où, on veut vraiment changer de teint, on veut vraiment renier son identité, là, c'est psychologique, en fait. Ça n'a rien à voir avec la beauté, là. On est vraiment Tu sur... disais que tu étais avec un spécialiste de la santé ce matin, et justement, bizarrement, à tout hasard, je ne pensais pas qu'on se verrait. Il prenait un exemple pendant notre séance de travail sur les problèmes extérieurs de la peau. Il a parlé des boutons. Il disait par exemple que l'une des erreurs qu'il voit beaucoup de gens faire, c'est de vouloir s'attaquer à ces problèmes en les traitant à la surface, avec des pommades et autres, alors qu'en fait, les boutons à l'extérieur traduisent des problèmes intérieurs, et que lui, il pense que ça doit être traité depuis la racine à l'intérieur, et pas juste comme certaines personnes essaient de le faire avec des soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend, parce que des fois, il y a des dérèglements hormonaux. Ça peut arriver. On a pas mal de jeunes filles, par exemple, qui ont été mises sous pilule pour justement réguler leurs problèmes, leurs dérèglements hormonaux, pour traiter la peau. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais il y a d'autres sujets. Ça peut faire prendre du poids, enfin... Puis après, il y a aussi des boutons qui sont dus, comme on disait tout à l'heure, à la pollution. Stress, la pollution. Le stress, donc juste un bon gel nettoyant, une crème dans sa routine, anti-imperfection. Et puis au fur et à mesure, la peau retrouve, on va dire, elle son aspect original. Mm. Là, c'est vrai que le problème de la dépigmentation, comme disait Sabrina, c'est l'acceptation de soi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement ne s'acceptent pas parce qu'elles pensent qu'elle est plus belle si elle est claire. À cause de notre société aussi et de notre environnement. Et des hommes, faut le dire. On a eu totalement des témoignages on de ne sait femmes. pas. Dans nos boutiques, qui disait dans nos boutiques, qui disait aujourd'hui, moi c'est quand je me suis dépigmentée que j'ai pu trouver un mari ou que j'ai commencé à attirer le regard des hommes. Où on avait des hommes qui venaient dans nos boutiques, venaient aussi avec leur qui disaient nana. à leurs femmes, tu prends pas on leur proposait d'un fond de teint, ils disaient c'est pas ta teinte, tu me prends celle-ci qui est beaucoup plus claire parce que eux voulaient quelque chose de plus clair. Donc c'est aussi un sujet de finalement notre société, les hommes, la manière dont ils regardent, du coup comment ils valorisent la beauté de la femme africaine. Et il y a aussi tout ce travail à faire finalement. C'est pour ça que du coup des produits naturels. C'est toujours la faute des hommes. Non, mais vous y êtes pour quelque chose. C'est pas toujours votre faute, bien évidemment. D'accord. Très intéressant. Je voulais vraiment connaître cette parenthèse sur les valeurs. Et là, je vais revenir à votre histoire. Finalement, c'est une belle histoire. Vous nous avez pas donné, au niveau des chiffres, c'est ça. On avait à peu près 300 produits. Je dis, vous êtes sur quel chiffre d'affaires à peu près? Donc là, on est sur un chiffre d'affaires de 750K. On est sur 1 million de... C'est très bien. Ah oui, on est... Vous en parlez comme si c'était non, petit chiffre. C'est pas du tout... Après, nous, on est plus sur la... Oui, c'est les performances qui nous intéressent. Nous, ce qui nous fait vraiment plus kiffer et où on se sent vraiment plus, c'est quand on se dit qu'on a vendu plus de 1 million de produits, en fait. Qu'il y a eu plus de 1,5 million de personnes ont eu un produit Elika dans leurs mains. Et là, pour nous, ça a complètement du sens. En combien d'années, ça? Donc là, en 2 ans et demi, voilà. En 2 ans et demi, vous avez vendu plus d'1,5 million de produits. C'est ça. Et ça, partout dans le monde. C'est quoi le prix moyen de vos produits? Prix moyen? Ça dépend. Un prix moyen, on peut être dans les autour de 15 euros. 15 euros, vous en avez vendu, le calcul rapide, quoi. Ah, ils ont vendu 1,5 million de produits. Bon, en sachant qu'on était sur du B2B. C'est du B2B, voilà. Le calcul va ah ouais, d'accord, mais elle gagne beaucoup d'argent, ces filles. On travaille, en fait. On travaille, gagner de l'argent, c'est bien, mais gagner de l'argent à travers sa passion, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Juste pour gagner des choses. Ils font des choses. On voit par exemple, les plateformes, on peut se parler. Par exemple, s'il s'agit que de chiffres et d'argent, si c'est ça, demain, tout le monde finit sur OnlyFans, par exemple. Ça n'a pas de sens. C'est Black China qui a fait de 16 millions, un truc comme ça. Donc, en 2 minutes. En 2 minutes. Black China, c'est quelqu'un? Oui, c'est sur OnlyFans, une américaine finalement, et ils ont un petit peu mis en avant ces chiffres parce que tout le monde parle de chiffres et d'argent. C'est ça. Et du coup, finalement, ce qu'on montre aux gens, c'est que ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire. Pardon? Vous avez un problème? Enfin, c'est pas tant qu'on a un problème parce que ça fait partie dans l'air du temps. C'est vraiment femme de gagner leur indépendance. Oui, mais chacun son format d'indépendance. Mais tout ça pour dire que nous, aujourd'hui, chacun sa version de l'indépendance. Chacun sa façon de se réaliser en tant que femme. Et vraiment de se dire que 1 million de personnes ont pu avoir un petit bout de notre rêve à travers leurs mains, ça pour nous, ça a plus de sens. Je vous encourage. Et c'est plus kiffant finalement. Alors c'est pas un problème finalement. C'est juste que tout à l'état d'ici. Ne dis pas. Non, c'est un problème. Le problème c'est le fait de se dire que aujourd'hui la facilité. Voilà, la facilité et c'est facile. Alors non, la vie elle est pas facile. La facilité, la vie n'est pas facile de 1 comme tu dis Sabrina et surtout c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent sans forcément mettre en vous pensez que travailler sur ce genre de choses c'est facile à faire? Pardon?
Vous pensez que faire ce que les gens font sur OnlyFans, est-ce que c'est facile? Alors, c'est pas du tout facile. En termes de logistique et c'est tout, pas facile. je sais pas, mais ce qu'ils vendent OnlyFans, c'est l'argent facile quand ils mettent en avant les chiffres de Black China en disant que en 2 jours elle a fait 2 millions. Oui, C'est dans ce sens-là, c'est facile. Venez faire votre contenu. Après, le comment, le pourquoi, le type de contenu, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est finalement, nous, on a grandi aussi dans une éducation avec la valeur du travail. Nos parents, finalement, ce qu'ils nous ont promis et la seule chose qu'ils nous ont remis en main, c'est de se dire la méritocratie. Si tu travailles dur, tu mériteras finalement d'avoir de bons résultats et tu auras de bonnes performances. C'est cette éducation, en fait, finalement, qu'on a eue. Et ça va pas vraiment dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est plus que c'est pas vraiment en phase avec nos valeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec les femmes qui gagnent de l'argent parce qu'elles sont belles? C'est-à-dire qu'elle est belle, elle est avec un homme qui la finance, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah, ça, c'est un autre sujet. Ça le toucher. Ah, Là, vous êtes d'accord, c'est ça? Ah non, mais même pas, mais c'est dans le sens que je veux dire que c'est un autre, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à OnlyFans ou? Non, on est sorti d'OnlyFans. Parce que c'est là, extrême, on parlait mais- de gagner de l'argent par rapport, on va dire, à sa valeur de travail. C'est ça. Je pourrais, enfin, je sais pas dans Donc, quelle c'est une mesure. femme qui est belle, qui a eu cette grâce. Est-ce que c'est un Vous devez travail? pas s'en servir Est-ce comme- qu'elle le met comme un jeu de travail? Enfin, tout dépend du cas. Oui, tout dépend. Enfin, Je peux pas dire. si elle se gère avec son mari, si il veut la récompenser pour sa beauté, bon, bah, tant mieux pour elle. Voilà. Enfin, je veux dire, mais c'est, Voilà, nous, aujourd'hui, on parle de valeur travail. c'est ça. Travail, de ce Ok. que tu es Une capable femme de de... travail, c'est ça? Pas forcément. C'est- Pas forcément. En fait, chaque femme doit se réaliser comme elle se sent elle-même. Nous, on a eu un rêve. Le rêve en question, là, il faut aussi être capable de payer le prix de ce rêve. C'est pas qu'on se lève à... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... Les 1,5 million produits qu'on a sortis, il fallait les sortir. Donc, chacun doit être à la hauteur de ses ambitions, en fait. C'est ça. Si mon ambition, finalement, c'est d'être belle et de trouver la grâce d'avoir un mari qui me récompense de ma beauté, bon, bah, tant mieux. Chacun son ambition. Mais non, mais je reprends tes mots. Tu as dit, elle a la grâce. Oui, la beauté, Ah, C'est oui, un c'est don. vrai. La beauté est un don. c'est même. un don, mais Un don de Dieu. Voilà. On ne choisit pas d'être belle, c'est ça? C'est un don, c'est comme ça. Voilà, c'est une grâce. Mais c'est vrai que finalement, nous, notre regard, c'est plus par rapport, on va dire, comme disait Sabrina, la valeur travail. À ce que tu es capable de faire en partant de ton énergie, de ta motivation, de ton ambition et surtout de ton engagement. Voilà. C'est très important pour avoir cette discussion avec vous parce que vous avez grandi dans quel cadre en France? Dans la cité? Vous venez de familles aisées? Vous avez grandi comment? Alors pas dans la cité, on a une famille plutôt classique. Voilà, on habite en Seine-et-Marne. Voilà. Bon, voilà, donc... Avec... non, non. Non, je dis ça parce que moi je fais le constat que malheureusement les jeunes en France, pire encore les jeunes issus de l'immigration, ont très peu de perspectives. La plupart malheureusement grandissent dans des cadres dans lesquels il n'y a pas beaucoup de rôle modèles, de personnes qui ont des succès fulgurants. C'est pour ça que pour moi c'est important de donner la parole à des gens comme vous qui faites des choses, qui êtes nés et avez grandi dans le même contexte et qui parvenez à des résultats qui sont bien évidemment admirables pour dire qu'il y a d'autres voies, même si elles ne sont pas nombreuses, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres résultats. En France aujourd'hui, quand on est une jeune fille de 16-17 ans, quand on a grandi en banlieue ou en cité peut-être plus précisément, c'est quoi les perspectives? Est-ce que vous ne vous considérez pas finalement comme des exceptions? Non, je pense pas. On parlait de rôle modèle. Moi, je pense souvent à nos parents comme des rôles modèles qui ont tout quitté pour venir dans des pays qu'ils connaissaient pas pour simplement nous apporter de l'éducation et accès, on va dire, à des choses que eux peut-être n'ont pas eu. Notre maman, nous, elle est ingénieure de formation. Donc, elle nous a tout de suite, très tôt, switché dans les affaires, dans le travail, dans, voilà, il faut bien réussir à fallait dire ça depuis le l'école. début de votre maman. Voilà, mais même tous nos parents, j'ai envie de dire, ils ont quitté, ils sont venus, ils ont fait forcément des métiers qui n'étaient pas forcément... qui leur étaient pas destinés. Et c'est pas pour autant, ils sont restés engagés, ils ont travaillé durement, ils ont essayé de donner le meilleur à leurs enfants. Et c'est cet engagement, c'est cette résilience-là qui finalement nous inspire en fait. C'est ça. De se dire que eux, ils ont pas lâché. Nous, effectivement, pourquoi est-ce qu'on... Ils sont pas milliardaires, quoi. C'est juste qu'ils ont des parcours incroyables. Ils ont eu un courage, voilà, de tout laisser leur famille, leurs parents ils les ont plus jamais revus pour venir ici et pour pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Donc, pour nous, c'est ça le rôle modèle, finalement. C'est eux. Maintenant, rentrons dans votre histoire. 18 ans, 22 ans, vous vous lancez dans cette belle aventure. Un peu naïve, j'imagine, en vous disant, on va conquérir le monde, on va faire Elikia, Beauty, tout le monde va aimer. Et vous lancez par quoi? Alors, on commence par un institut de beauté. On avait un institut donc à Fontenay-sous-Bois, 150 mètres carrés, 5 salariés. Ah oui, quand même, 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. On avait plusieurs espaces. On avait un espace coiffure, un espace vente de produits, un espace esthétique, onglerie, maquillage. Donc, c'était vraiment un concept beauté global qu'on voulait proposer. Ça, c'était il y a 17 ans. C'est ça. Ça passe vite. Ça passe vite, très vite. Ça, c'est votre premier concept. C'est ça. Premier concept. C'était Elikia Beauty aussi, mes versions. Et comment c'est accueilli par le public à l'époque? Plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup d'instituts qui
on va dire, de qualité qui pouvaient accueillir les beautés, on va dire, afro. Du monde, ouais. Beauté du monde. Donc finalement, on est assez bien accueillis. Finalement, les clientes sont au rendez-vous. Même si on est très très jeune, il n'y a aucun sujet. On travaille avec finalement des personnes qui sont extrêmement compétentes et qui maîtrisent parfaitement tous ces sujets-là. Donc du coup, moi, ça va. On est contente. Et donc de là, c'est quoi votre next step? Vous commencez à faire vos ventes et là vous allez essayer d'avoir de la croissance, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Comment vous développez tout ça? Bah, on se développe, on fait du marketing. À l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. Quand on a commencé, c'était 2006, 2007, on n'avait pas. Instagram, donc c'était vraiment beaucoup de bouche à oreille, du tractage qu'on faisait beaucoup aussi. Et puis après, puis après un deuxième finalement. On ouvre un deuxième institut au cœur de Paris, donc il y a plus de monde, oui, totalement. Voilà. Puis après, et puis voilà, au fur et à mesure, on avance. C'est vraiment step by step. Vous en avez ouvert combien d'instituts finalement à cette époque-là? À cette époque-là, donc 2 instituts, une concession sur Le Mans. Et effectivement, voilà, c'était un peu comme ça qu'on fonctionne. Voilà. 3 instituts. Et au final, qu'est-ce qui fait que cette phase d'institut, vous tournez la page, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes pas du tout dedans. Oui, c'est ça. À un moment donné, vous avez dû c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, la volonté de vouloir aller plus loin, de grandir avec le business. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut avoir cette capacité d'être à l'écoute de son marché, la capacité de se remettre en question, de se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et vu qu'on vendait des produits aussi, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait beaucoup de clientes qui venaient juste pour le produit. Elles faisaient plus du tout de presta, elles venaient juste pour consommer, acheter leurs produits et elles rentraient chez elles. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire avec le produit pour aller plus loin. Les produits que vous vendiez, c'était pas vos produits. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on vendait les produits d'autres marques. C'est ça, complètement. Et on s'est dit, voilà, au moins on serait plus limité géographiquement, parce que bon, l'institut, c'est quand même une zone géographique. Les gens doivent venir sur place. C'est ça. Là, on peut aller chez les gens, on peut finalement leur apporter notre vision de la beauté chez eux. Et ça a été finalement le déclic. Le déclic, c'est comme ça. Et on s'est dit, bon, on switch. Waouh, ok. Donc le switch a été fait pour aller vers les produits. Vers la marque Elika Beauty. Vraiment. C'est ça, vers les produits, vers la marque. Donc on installe notre laboratoire, on embauche une chimiste avec lequel on travaille notre cahier des charges. Donc on sait ce qu'on veut parce que finalement. Là, dans quelle année à peu près? On est en 2016, 2000. Un peu avec au début. Ouais, donc ça fait quand même 10 ans votre épisode oui, totalement. Les instituts, effectivement, ça a été 8 à 10 ans, le temps de switcher et tout. Puis après, il y a la création des produits, le cahier des charges. On a quand même 300 références. Donc, après, vous les avez fait du jour au lendemain, les 300 Non, progressivement, mais ça nous a quand même demandé beaucoup de temps parce qu'il fallait des produits performants, adaptés à tous les types de peau. Et puis à l'époque, les produits naturels, il faut savoir que c'était pas aussi développé que maintenant. En tout cas, le maquillage naturel, il n'y avait pas beaucoup de marques qui se positionnaient. C'est un marché qui est très niché. Un peu, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Beaucoup de marques naturelles, surtout qui faisaient pour tous les types de peau. Voilà, c'est-à-dire que nous, cette offre aussi globale, elle n'était pas forcément répandue. Donc les gens étaient un peu sceptiques, c'était un peu mais c'est naturel, c'est moins performant et tout. Donc il fallait qu'on arrive tout de suite avec des produits qualitatifs qui permettent de convaincre, qui puissent convaincre tout de suite la cliente. Ça a été le cas, vos produits étaient bons tout de suite? Ça a été le cas. Ça a été bon tout de suite. On a proposé des produits finalement qu'on trouvait pas forcément chez nos concurrents naturels, donc des couleurs intensément colorées. C'est ça. Voilà. Vous vendiez où? Vous distribuez où à l'époque? Donc après, on est reparti tout de suite sur une stratégie B2C avec des boutiques en centre co. Donc on était notamment au Forum des Halles, on a fait un centre commercial à Aubervilliers, à Gallieni. On a vraiment testé aussi la marque comme ça permet aux clients de venir découvrir l'univers et de tester les produits, d'avoir les premiers retours aussi. Donc c'était finalement une mise en situation très concrète que d'être dans cette stratégie. Et comment vous avez financé tout ça? Parce qu'une boutique au Forum, ça coûte super cher. Ça, vous avez financé ça comment? Autofinancement. Toujours avec l'argent de vos précédentes. Voilà, l'argent de nos précédentes et puis les activités. C'est ça. Et avec la Elika attitude, enfin voilà quoi, Elika elle a jamais peur. Pour le Forum des Halles, on nous appelle, on l'appelle en disant on a une boutique, c'était pas du tout prévu, est-ce que ça vous dirait de la prendre? Puis elle y va, elle signe tout de suite, mais je lui dis mais c'était pas prévu, on n'a pas les budgets, on n'a pas. Et je lui dis on va trouver, t'inquiète pas, puis finalement on a trouvé, puis voilà, et donc on est resté comme ça 2 ans, c'était vraiment pour le coup notre boutique qui a permis de mettre en avant notre marque parce qu'on était en face de Sephora, en face de Yves Rocher, de toutes les mastodontes en fait. Et puis les gens venaient, ils achetaient nos produits, puis ils achetaient les autres, et puis ils revenaient, et puis il n'y avait pas de concurrence. C'est ça, parce que dans le maquillage, ce qui est super, c'est que finalement toutes les marques sont compatibles les unes avec les autres. Quand on ouvre une trousse de make-up, on n'a rarement qu'une seule marque. On a un crayon Chanel, rouge à lèvres Dior, fard à paupières Elika. Tout se combine et finalement c'était l'opportunité de voir aussi comment notre marque pouvait finalement être auprès des autres, auprès des plus grands. Et ça a été vraiment pour nous une belle transition. Et ces 2 phases de votre business pendant lesquelles vous étiez à commercialiser avec du grand public, qui était majoritairement votre clientèle?
Alors, en naturel, en maquillage naturel, on a vraiment une clientèle plutôt, on va dire, mixte caucasienne. Vraiment. C'est vrai? Vraiment. Parce qu'en fait, le mode d'achat, en fait, le mode de consommation, il est vraiment basé sur la composition du produit. Ce qui fait que la cliente, elle achète du Elika, c'est beaucoup parce que la composition, elle est clean. Et c'est vrai que ça rentre dans un mode de vie conscientisé. On fait attention à ce qu'on mange, on fait du sport. On fait attention à ce qu'on met quand même sur notre peau, on consomme des produits cosmétiques tous les jours, mais finalement, cette réflexion, finalement, elle est très... on a beaucoup de clientes caucasiennes qui sont dans ce mode de vie-là. Voilà. Et de plus en plus, les clientes afro commencent à y venir aussi, hein, parce qu'il faut attention avec tout ce qu'on entend, les cancers, les perturbateurs endocriniens. Donc, de plus en plus, les gens commencent à venir à ce type de consommation. Mais c'est vrai qu'en général, la cliente afro, elle est aussi très portée sur la marque. Elle veut du Fenty, elle veut du Dior, parce que ça la valorise aussi. Et la cliente caucasienne, qui elle aussi est dans cette démarche-là, mais aussi avec quand même le regard, je fais attention à ce que je mets sur la peau, donc je veux absolument être sûre qu'il est 100% naturel, ce fond de teint. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a pu... En gros, les noirs veulent les marques, les caucasiennes veulent... Non, c'est mitigé, mais c'est vrai qu'on a été très surpris. Non, mais vraiment, on a été très surpris. Enfin, c'est parce que surtout qu'on est arrivé avec une offre globale en disant, voilà, c'est pour toutes les peaux. Et c'est vrai qu'on a été surprise de voir qu'on avait beaucoup de caucasiennes qui s'intéressaient finalement. Oui. Donc, ça nous a... Je comprends mieux votre discours qui est un peu plus nuancé, justement. C'est pas un discours purement marque pour les Africains ou Africaines. Vous êtes vraiment... universel, voilà. Et puis vraiment, au-delà de la marque, c'est aussi ce qu'on apporte en termes de produit, c'est qu'il est 100% naturel. C'est vraiment ça qu'on met en avant. C'est vraiment notre concept, en fait, finalement. C'est pas tant le fait, c'est une marque spécifique pour les peaux noires, c'est bien pour les peaux noires, mais c'est surtout que c'est un produit qui est 100% naturel. Le même produit est valable pour tout le monde. C'est ça. Vous faites des produits vraiment qui sont exactement. Voilà, c'est ça. Universel. Le blush, moi, je peux l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Une asiatique, tout le monde. C'est-à-dire que c'est même inclusif. C'est ça. Après, il y a différentes couleurs. Hein, voilà. Après, chacun c'est un petit peu proche d'une couleur. C'est ça. Mais sinon, au niveau de la composition, que ce soit pour une personne afro ou caucasienne, les compositions sont les mêmes, c'est juste les pigments qui changent. Voilà. Et tout est 100% naturel. D'accord. Et ça aussi, au bout d'un certain temps, vous allez arrêter pour basculer sur un modèle aujourd'hui dans lequel vous avez plus de business to business. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui va faire que vous fermiez vos centres Le B2C, finalement, c'est le Covid et les Gilets jaunes, nos chers amis, qui nous ont un peu ralenti. Pas le combat des Gilets jaunes si, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on ne peut pas travailler, en fait, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, tout le monde, chacun voit midi à sa porte. Il faut se battre pour ses droits. Complètement. Mais c'est juste que quand on ne peut pas travailler, ça complique les choses. Forcément, ils venaient faire la manifestation. En fait, c'était dans tout Paris. Donc, finalement, ça crée une anxiété, les gens nous aidaient. En plus, le samedi, jour Puis après, il y a eu le Covid et finalement, toute cette période-là, ça nous a aussi permis, parce que ça, quand on est entrepreneur, on a la possibilité de se dire, on est voilà, c'est nous qui décidons, on rebondit, on est au cœur de nos décisions. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, finalement? Là, on voit, finalement, c'est un peu, ça prend un peu moins, pourquoi pas partir sur autre chose? C'est un peu ce goût du risque qu'on parlait. C'est finalement cette force que tout le monde n'a pas, parce que justement, être entrepreneur, c'est ça aussi, avoir la capacité de se remettre en question. Et c'est là ensuite, qu'on fait du B2B. C'est ça, essentiellement B2B, où là, effectivement, donc, en termes même de laboratoire, donc, on se réorganise, on déménage, on prend un labo beaucoup plus grand pour nous permettre de travailler en plus grand volume. Et on investit à ce moment-là aussi sur nos machines. Donc, on se crée un parc industriel. Voilà. On se forme pour effectivement savoir faire tourner nos machines aussi. Donc, c'est toute Tout ça, c'est toujours en fonds propres. Tout ça en fonds propres. Vous réinvestissez à chaque fois votre chiffre d'affaires. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous passez à une taille beaucoup plus conséquente. C'est ça. Donc, on passe à une taille beaucoup plus conséquente. On fait du volume. On fait des clients qui nous appellent pour... Pourquoi vous n'avez pas essayé de faire le truc classique, d'aller plutôt travailler en marque blanche chez quelqu'un d'autre qui fabrique pour vous? Alors, au début, on a toujours eu notre propre labo. Dans le laboratoire, les formules, il fallait tout de suite qu'elles soient en pleine propriété. Par contre, pour la partie conditionnement... Conditionnement uniquement. Conditionnement, on s'était testé un petit peu avant d'acheter les machines. On s'est dit, on va peut-être essayer de déléguer. Et puis finalement... de sous-traiter uniquement la partie conditionnement. Puis finalement, on se dit, c'est plus intéressant, on peut le faire aussi. Puis on a lancé nos productions avec nos chaînes de prod, nos 25 000 pièces par jour. Enfin, voilà. En fait, aujourd'hui, vous produisez 25 000 pièces par jour. Ça dépend. Potentiellement, vous avez la capacité. Ah oui, c'est ça. Totalement. 25 000 pièces par jour. Avec la machine, on a des cadences plutôt importantes. Avant, on faisait 25 000 pièces en un mois. Voilà. Et aujourd'hui, on peut le faire par jour. Grâce à nos machines et à notre parc industriel. Excellent. Voilà. Et puis, on est ravis d'avoir finalement choisi cette décision-là, parce que ça nous permet encore une fois d'être au cœur de notre business model, de maîtriser tous nos coûts. Toute la chaîne de production. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va pas forcément aller chez un sous-traitant, si on peut le faire. On a l'énergie, la motivation, le Elika mindset, c'est bon, c'est parti. Mais comment vous faites pour gérer cette transition des filles qui vendaient
dans leur concept store, je sais pas si c'est un Oui, concept c'est ça, store, mais dans beauty leur store. concept store, beauty store, quelques dizaines de pièces par jour à des filles qui vendent aujourd'hui, des dames d'ailleurs, excusez-moi, mais qui vendent aujourd'hui des milliers de produits. Ça n'a rien à voir quand même. Ah non, mais c'est un changement qui a été, ça n'a pas été facile, hein. Perte de poids, chute capillaire, c'était... Ah oui, Au début, c'est le stress parce que finalement, on apprend en marchant. C'est ça. On ne devient pas industriel en un jour. C'est ça. Donc ça s'est fait progressivement, mais en même temps, ça reste l'histoire de notre histoire, notre ADN. On s'en va, où est-ce que le business nous emmène. On a une opportunité, on peut grandir, on sait faire et on n'a pas peur. C'est un peu ça, donc finalement. Je pense que c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir peur, de ne pas rester sur ses positions qui nous permet, nous, à chaque fois, d'avancer. Vraiment ça. D'avoir cette humilité, de se dire, de se remettre en question. De se remettre en question. C'est vrai que c'est pas toujours facile, puisqu'on se dit, ah là là, on a investi ça d'énergie, on s'est mis comme ça, et là, il faut encore qu'on évolue. Mais c'est ça, je pense, le vrai secret d'un entrepreneur, c'est d'être capable de switcher, d'être flexible, en fait, à l'écoute de son marché. Super, super important. Et aujourd'hui, vous êtes distribué? C'est ça. On travaille avec plusieurs distributeurs, donc ils sont aux États-Unis, un peu partout dans toute l'Europe, en Australie, sur le continent, en Australie aussi, sur le continent. On bosse sur le continent africain, c'est ça ? Africain, exactement. On bosse aussi avec des marketplaces comme Nocibé par exemple, qui référencent nos produits. Là, on va faire le printemps de la beauté dans peu de temps. Blissim, voilà. On fait aussi tout ce qui est, parce que du coup, on a la marque Elika qui est notre marque très sélective, mais on a aussi d'autres marques. Donc c'est toujours nos formules, mais effectivement qui s'appellent différemment. Quoi, c'est des produits un peu plus accessibles? Alors voilà, c'est pour d'autres réseaux. C'est pour d'autres réseaux de distribution, comme la grande distribution par exemple, à qui on propose aussi. Donc c'est en France. Ouais. Vous êtes distribué chez qui? Intermarché. Intermarché, voilà, c'est ça. Avec une autre marque qui est la marque Banou Cosmétiques, qui est notre marque à nous, tout simplement, notre marque de grande distribution. C'est ça. Excellent. Donc l'idée, c'est de se décupler comme ça et de faire aussi pour les autres. Comme on a un parc industriel aujourd'hui, on propose aussi d'accompagner d'autres porteurs de marques, soit dans leur conditionnement ou soit dans leur fabrication de produits de A à Z. On fait. Donc, on peut faire de la marque. Si moi, je veux créer un produit... Ah oui, Philippe Beauty. Philippe, voilà. Il y a des gammes hommes qui marchent très bien. C'est en préparation. Si, c'est en préparation, ouais. C'est pas très... ça reste une cible... Les hommes commencent à s'intéresser à la beauté, quand même. Oui, de plus en plus, ils prennent soin d'eux. Vous allez mettre des maquillages pour les hommes aussi? Il y en a, mais nous, c'est plus le soin. Ça existe, le maquillage pour les hommes? Apparemment, ça existe, ouais. Oui, totalement, il y en a. Anti-cerne. C'est quoi les produits qui marchent pour les hommes? Anti-cerne, on va dire. Après, il y a aussi tout ce qui est soins. Les soins. Les produits barbe aussi, pour la pousse. Ça fonctionne bien, les hommes aiment bien apparemment. Affermissant visage pour les hommes qui ont un certain âge. Au bout d'un moment, la peau commence à un petit peu se détendre. Finalement, des gels raffermissants, ça marche très bien. Voilà. Puis aussi tout ce qui est pour travailler sur l'éclat, quand on a la peau terne, la pollution, ce genre de choses. Oui. Et comment ça se passe quand quelqu'un vient travailler devant la marque blanche? Là, on va parler un peu de... Il ramène ses formules, c'est ça? Vous faites juste le conditionnement, l'emballage? Ça dépend. Parfois, c'est vraiment ça. Des fois, ils viennent avec leur propre formule en disant, voilà, nous, on aimerait, parce qu'on a aussi l'appareillage, du coup, pour produire en gros volume. Donc, ils viennent en disant, voilà, on a nos propres formules, on définit le mode opératoire et on fait la formule et après, on conditionne. Ou parfois, ils n'ont pas de formule. Ils veulent exploiter les nôtres, par exemple, ça peut être le cas. Ou ils veulent qu'on développe des formules ensemble, avec un cahier des charges, avec un actif qu'ils ont choisi. Et on le met en place, quoi. C'est vraiment ça. Vous êtes d'origine du Congo. C'est ça. C'est bien ça. Vous avez réussi en Europe, vous faites travailler des gens. En quoi ça bénéficie à votre pays d'origine? Vous sourcez au Congo déjà ou moi? Alors on source en Afrique, pas encore au Congo. On cherche une coopérative sympa qui pourrait... parce que du coup, nos produits sont également éco-responsables. On est inclusif, on travaille avec des coopératives qui peuvent nous fournir des matières premières telles que l'huile de moringa, ou le beurre de karité, voilà. C'est quoi les produits justement à la base de vos compositions? Parce que c'est ça. Bien. Alors tout dépend du produit. Tout dépend du produit. Du coup, il y a toujours une partie végétale, donc issue des huiles, voilà, donc pour hydrater ou pour drainer la peau, peu importe. Après, on a des actifs qui sont naturels, mais qui restent tels que des émulsionnants, des choses comme ça. Donc là, on source chez des fournisseurs français ou européens. Après, on a du pigment aussi. L'huile de moringa, le baobab, l'huile de neem, le beurre de karité. C'est ça. Et puis ça, vous sourcez ça aussi depuis l'Afrique, c'est ça? Sur le continent, c'est ça. Exactement. Au Burkina? Au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Voilà.
pour la petite question sur le Congo, alors c'est vrai qu'effectivement, nous, on est... Vous avez un problème avec le Congo? Ah, pas du tout. Justement, on est en train de vouloir installer une unité de fabrication congolaise. Hein. Donc, c'est vraiment des projets qui vont se réaliser parce que voilà, nous, quand on a vraiment une idée, on a vraiment envie de le faire pour que ça ait du sens. Maintenant, il faut maîtriser aussi tout le côté local. Donc, ça aussi, faut voir comment... Mais il y a un vrai travail au Congo en plus, parce que alors, sans caricature, hein, je sais que c'est un pays dans lequel, malheureusement, peut-être un peu plus qu'ailleurs, il y a un vrai problème de dépigmentation chez les hommes comme chez les femmes. Exactement. Est-ce que vous n'avez... Alors, est-ce que c'est plus qu'ailleurs? Je suis pas forcément sûre. Hein. On est peut-être plus visible. C'est ça que j'allais... Plus qu'ailleurs. Laisse le Congo tranquille. Non, c'est ça, on est peut-être pas plus visible, mais c'est vraiment pas au Congo. Je pense que même en Afrique de l'Ouest... En général, je pense voilà, que c'est un sujet qui touche malheureusement encore beaucoup de femmes africaines qui malheureusement ont un problème avec l'estime de soi. Voilà, donc nous, on existe. Les marques telles que nous qui prônent la beauté naturelle... Il y a de l'éducation à faire. Parce que totalement. Dans certains pays d'ailleurs, tous les produits décapants ont été interdits. C'est ça. Peut-être que c'est encore au Congo aussi, là, je sais pas encore, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ça a été complètement interdit. Totalement. Malheureusement, il y a toujours des trafiquants qui essayent de ramener ça. C'est un vrai problème. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien que vous puissiez venir sur place pour éduquer, parce que si vous n'éduquez pas, on ne va pas acheter. C'est ça. On parlait du rôle modèle aussi, qui est de plus en plus de femmes noires, belle, qui soit visible et qui montre finalement... C'est quoi une femme belle? Tu insistes beaucoup sur belle. Une femme belle, c'est une femme qui assume sa beauté en fait. Ça. Peu importe à quoi tu ressembles, tant que tu te sens bien dans ta peau. Je vais dire qu'il n'y a pas de femme pas belle, parce que finalement il n'y a pas de femme moche. Enfin, tout dépend, on va dire, le moche, c'est par rapport à qui. Une femme, tu as dit, celle-là, elle n'est pas belle. Moi, je ne peux pas dire ça, que quelqu'un n'est pas beau. Mais tu l'as pas dit. Non, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas beau, parce que ça dépend, c'est pas mon regard, en fait, qui compte. C'est comment elle s'assume. Non, mais c'est vrai. Tu as jamais vu quelqu'un qui t'a trouvé, celle-là, elle n'est pas très belle. Jamais tu te dis ça. Alors, après, tout dépend. Elle va peut-être correspondre à mon type de beauté. Oui, mais dire qu'elle n'est pas belle, c'est un grand mot quand même. J'ai pas encore. Attends, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas autant d'audace pour dire qu'une est plus belle. Tu peux pas dire à quelqu'un que t'es moche. Après, non, c'est vraiment une question. Celle-là, tu l'as vue, elle est pas belle. Non, c'est une question, j'ai envie de dire, de rapport à l'autre et de vision finalement. Moi, je suis qui pour dire que l'autre est plus belle que. Voilà. Et puis surtout que la beauté finalement, c'est quelque chose qui est déjà très personnel. T'as jamais trouvé un homme qui n'est pas beau? Ah si, ça par contre. Bon, ça reste en train de ça. Par contre, ouais. Je peux pas prendre soin d'eux, je peux pas faire des soins du visage, ils font pas de sport. Non, toi, tu on n'est pas beau quand même. Non, mais en fait, après, encore une fois, tout est relatif. Non, je suis désolée. Tout est relatif. Après, alors, par contre, on a chacun nos goûts, et on a chacun nos Tu fais de la politique, critères. Donc, on nuance toujours. Oui, mais est-ce qu'il y a des hommes que tu trouves pas beaux? Moins sympas que d'autres, ouais, effectivement. Genre, par exemple, tu trouves pas beau? Ah, je peux pas citer, ça reste personnel. On peut pas tout dire ici, c'est pas possible. Ok, hors caméra, vous allez me dire un exemple. Non, mais fondamentalement, alors je reviens un peu sur la partie des hommes, mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans une société aujourd'hui où les apparences comptent beaucoup quand même. Hein. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on est... Et c'est très compliqué d'ailleurs. Est-ce que vous contribuez aussi à de la superficialité quelque part? Non, parce que finalement, encore une fois, assumer sa beauté, c'est pas être superficiel. Je veux dire, depuis la nuit des temps, c'est ancestral en fait que de vouloir prendre soin de soi, que d'avoir de belles coiffes, d'avoir des parfums. Enfin, ça fait partie en fait même. C'est des rituels qui se sont transmis de façon générationnelle. Et aujourd'hui, c'est pas que d'être superficiel, que de vouloir prendre soin de soi et d'assumer sa beauté. À quel moment on est dans l'excès? Parce qu'il y a des femmes aussi qui se disent parfois, je mettais trop d'argent pour acheter des produits, je dépensais trop pour ma beauté. Quand ça devient maladif. Je veux dire, là, c'est peut-être l'excès. Quand on veut acheter quelque chose tout le temps, peut-être. Mais j'ai envie de dire, après, encore une fois, tout dépend de... Est-ce que vous êtes honnête avec vos clients? C'est-à-dire que quelqu'un de toi, tu lui dis non, tu n'as pas besoin de ce produit. Ah, mais totalement. Complètement. Puis de toute façon, on fait des diagnostics. Enfin, si on n'en a pas besoin, elle le voit. Ouais. On a un fond de teint, par exemple, qui est anti-acnéique. Si elle n'a pas de bouton, on va pas lui vendre un fond de teint anti-acnéique. Enfin, je veux dire... la beauté, c'est s'assumer tel que l'on est, en fait. C'est-à-dire prendre en compte ses carences et voir comment on peut optimiser les choses, en fait, sans pour autant devenir une autre personne, se travestir ou... Faut que ça reste naturel. Le dernier volet que je voulais voir avec vous, parce que je ne pourrais pas vous laisser partir sans parler de ça, entrepreneur et femme. C'est plus difficile quand on est une femme? Ah bah ça... Ah bah, j'ai envie de dire oui. On se parle. Oui, c'est compliqué. Je pense, parce que finalement, quand on est une femme, on a... Enfin, tout de suite, on a peut-être pas. On peut convaincre, mais on a du mal à convaincre. Si, quand même, une femme, c'est plus sympa en termes de commercial qu'un homme. Oui, tu dis pourquoi, tu sais pas pourquoi. Non, ça dépend. Ça veut dire, ça dépend de dire qui on a en face, en fait, finalement. Si, oui, la plupart bizarrement, des directeurs achats, c'est des hommes. Dans beaucoup de boîtes.
Oui et non, oui c'est vrai finalement, et du coup ça peut... Et beaucoup de boîtes ont des femmes comme commerciales, c'est Voilà. pas pour rien. Alors je dirais pas que c'est plus difficile, je dis juste que c'est différent. C'est différent. Mais je trouve que c'est plus difficile parce que quand on est une femme, il faut prouver qu'on est capable de faire les choses. Nous, souvent, on nous demande, oui, mais est-ce que vous avez un homme derrière un associé? Enfin, il faut toujours prouver, en fait. Mais bien sûr. Pourquoi? Et je sais pas. C'est peut-être plus rassurant de se dire que c'est tenu aussi par un homme qui est là, qui gère, parce que voilà. C'est peut-être ça, il y a et c'est vrai qu'on nous demande souvent ça. Puis femme noire, femme noire aussi. Est-ce que femme, d'abord femme, c'est compliqué apparemment, c'est pas toutes les femmes, mais femme noire, la couleur de peau joue un rôle aussi? C'est juste que, alors ça dépend. À quel moment vous l'avez ressenti? Ça dépend d'où, quand on est, j'imagine en Afrique, moi j'ai aucun problème avec ça, parce que, voilà, mais finalement... En Europe, il y a certains directeurs, acheteurs qui vont être pas forcément habitués à ce genre de profil. Ou à l'aise, effectivement. Ils vont se dire, mais c'est vrai qu'on en voit tellement peu de femmes noires qui font des choses incroyables, donc il va peut-être avoir une méfiance qui peut, après abord, comme ça, d'abord... Sur la qualité de votre sérieux, en fait. Voilà. Puis après discuter avec nous, nos échanges, voir consulter nos produits, là, tout de suite, il va y avoir effectivement de la confiance. Vous pensez pas que vous avez déjà perdu des choses à cause de ça? Alors, si, mais justement, finalement, on perd rien parce que c'est aussi, ça dépend de la mentalité. Parce que, par exemple, nous, je sais que parfois, on voulait bosser avec certains distributeurs en France. On les a contactés, ils ne nous répondaient pas. Puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, on a fait très rapidement, on s'est internationalisé très vite les États-Unis. Donc, quand ils nous voient aux États-Unis, puis en Angleterre, et puis là, bizarrement, ils nous rappellent. Donc, finalement, dans un premier contact, ils sont pas chauds, mais finalement, c'est le travail qui permet, en fait, de valider. Voilà, que si les autres, on travaille avec elles, si on va leurs produits, on peut peut-être leur faire confiance, hein, parce qu'elles sont noires, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que si on est confronté, malheureusement, à ça. Oui, parce que je pense que nos profils sont pas encore. Il n'y a pas cette femme noire. Voilà, il n'y a pas cette femme noire, et donc finalement, ils ont. C'est du racisme, de la discrimination ou. Parfois, et parfois, c'est inconscient, enfin, je sais pas. Je pense pas que c'est du racisme. En tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes pas venu à briser toutes ces barrières, là. C'est plus un problème. En fait, voilà, nous, on est arrivé avec nos produits, notre offre, on a convaincu. Je pense que si on a. Plus il y aura des femmes un peu de notre profil de cette manière-là, ça va devenir, on va dire, une généralité. Mais c'est vrai qu'au départ, ça reste un peu surprenant. Voilà. Pour pas reprendre. On ne pas dire autre chose, c'est ça? Non, c'est surprenant. Vous êtes très, très polissé dans votre com. Non, mais vous dites pas certaines choses quand même. Hein. Non. Peut-être que certaines femmes attendraient que vous, qui êtes passé par là, en premier, vous puissiez dire les choses et dire. Ah, mais on les dit, hein. C'est-à-dire qu'on raconte, notamment sur LinkedIn, souvent on raconte nos petites aventures entrepreneuriales ou les challenges que l'on traverse, en sans langue de bois, vraiment. C'est sûr que c'est notre condition. Après, c'est notre condition aussi. C'est-à-dire qu'on est femme, on est noire, on évolue en France, mais pas que. Ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'avec la mondialisation, on peut travailler partout. Oui. Voilà. Donc on se limite pas. Certaines n'ont pas encore cette capacité à sortir de la France. C'est sûr. Elles subissent encore peut-être. Après, j'ai envie de dire, c'est le travail. On parlait du travail tout à l'heure, de la valeur de travail. C'est ça qui fait toute la différence. C'est quand on a un bon produit et finalement qu'on arrive à le vendre, qu'on convainc et que ça ouvre toutes les portes en fait. Donc, peut-être que certaines n'ont pas convaincu qu'elles sont du moins sur l'InFan, c'est plus simple. Peut-être. Chacun sa résilience et chacun son état d'esprit. Chacun sa foi. Sa foi. Oh, c'est pas mal. C'est bien voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, vous, l'autre volet, en tant qu'épouse, comment ça se passe avec vos conjoints? Ils apprécient, ils vous soutiennent ou... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on est arrivé à une période très spéciale. Pour la première fois de l'histoire, il y a plus de femmes, les femmes gagnent plus d'argent que les hommes aux États-Unis, en moyenne. D'accord. Il y a une vraie crise. Ah bon? D'accord, ok. Il y a une vraie crise, il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ça. Parce qu'apparemment, les femmes, quand elles gagnent beaucoup plus d'argent, c'est pas si simple que ça à la maison. Il y a beaucoup d'articles là-dessus depuis quelques temps. D'accord, non, j'ai pas suivi cette... Regardez le sujet, vous allez voir, il y a un vrai sujet là-dessus. Et du coup, je vous pose la question à vous, en tant que femme qui gagnait de l'argent, ça vous a pas posé de problème avec des hommes? J'ai envie de dire, finalement, quand on choisit son partenaire, il vous ressemble un peu. Ça veut dire que quand ils nous ont connus, on était déjà on a commencé très tôt. Hein. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. 18 ans. Donc finalement, ça n'a pas été un sujet au niveau finalement de notre personnalité. Donc finalement, ils ont compris. Voilà, donc il n'y a pas eu vraiment de problème à ce niveau-là. Puis on est aussi dans des cultures. La jeune que tu rencontres qui commence à se battre et la fille qui commence à faire de gros chiffres quand même. Oui, mais bon, après ça dépend. Encore une fois, c'est pas le chiffre qui compte, c'est la performance. Je reviens sur ça. La performance, c'est ce que tu es capable de faire en fait. C'est-à-dire que même quand il pleut, même quand tu es enceinte, même quand tu es fatiguée, que tu n'as pas envie d'y aller, tu vas sortir tes produits. Tu es capable de le faire en fait. C'est au courage, cette détermination. C'est ça. Et puis quand tu ouvres un magasin, tu as 20 ans, tu ouvres ton magasin, tu l'ouvres quand même. T'en as qui ont plein d'argent et qui n'arrivent pas à ouvrir un magasin. C'est pas la notion de la réussite, pour moi, elle ne se situe pas au niveau du chiffre, du gros chiffre.
Il y a plein de gens qui vendent des trucs, enfin voilà, et qui font des gros chiffres et finalement ils n'y vendent pas parce qu'ils ont le copain d'un copain d'un copain qui les ont aidés à vendre. Mais quand tu pars de nulle part et que t'es là, t'as eu... On parlait pas de nulle part, on parlait pas de nulle part, vous avez une mère ingénieure. Oui. Alors oui, ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait... Bien sûr, c'est sûr. Vous êtes consciente que c'est une grâce. Non, complètement. Mais en fait, quand on dit qu'on part de nulle part, c'est plus dans le caractère entrepreneurial. Parce que souvent, et d'ailleurs, souvent, on nous pose la question, on nous dit, mais est-ce que vos parents sont entrepreneurs? Non. Et d'ailleurs, même nos parents, pour tout te dire en transparence, ils ont combattu ça. Elles voulaient pas. Elles disaient, mais vous faites quoi? Mais n'importe quoi, les filles, arrêtez. Non, non, non. Donc, cet état d'esprit de résilience, de dire, OK, nos parents comprennent pas ce qu'on veut faire, mais on va le faire quand même. Et ben, ça, effectivement, c'est partir de nulle part. Parce qu'on n'avait pas cet environnement aussi, ces tips, ces conseils. Voilà. On a fait plein d'erreurs. Il n'y avait pas beaucoup même dans nos communautés, il n'y avait pas vraiment, finalement, parlé de rôle modèle de personnes qui avaient déjà leur boîte. Maintenant, on va de plus en plus, et Dieu merci, c'est bien. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup, finalement. Il n'y avait pas tant d'exemples que ça. On avait nos cousines, nos grandes sœurs qui n'avaient pas forcément de boîte. Donc, c'était très difficile. Ouais, difficile. On avançait un peu comme ça dans le vide, quoi. Mais encore une fois, comme on disait, la volonté, l'engagement, la passion a fait la différence, quoi. C'est ça. En tout cas, vous avez une très belle histoire. Merci. Non, mais merci, le but de moi, de mes émissions, c'est aussi de pousser les gens à... C'est pas, je ne supporte pas des interviews en fait de la langue de bois, on vient on se dit tout est beau, tout fait ça. C'est très dur. Non, c'est de pousser les gens, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu crois. Vous avez parlé un peu de challenge tout à l'heure, c'est parfois difficile. Oui. En off, tu as dit par exemple que toi tu avais emballé des produits la veille de l'accouchement. Exactement, la veille de l'accouchement de mon petit dernier. C'est vrai que j'avais un peu plus de douleur, je me disais peut-être qu'il bougeait un peu plus aujourd'hui. Et en vrai, j'étais déjà en travail et j'ai accouché le lendemain. Donc, on était dans une grosse période de prod. Une grosse commande à sortir. Et donc, c'était hyper intense, quoi. Et 10 jours après l'accouchement, j'étais au bureau avec lui. Je te montrerai les photos. Nourrisson, il avait plein de paillettes parce que c'était une période où on faisait des illuminateurs et le petit, il était doré. Et ma mère me disait, mais t'es en train de nous faire quoi, là? Mais c'est naturel, t'inquiète pas, il risque rien, il n'aura pas de maladie. Puis c'est vrai, puis après, c'est l'engagement, en fait. On n'a jamais eu, par exemple, nous, de congé mat, Chez nous, ça n'existe pas, ça, congé maternité. Ça veut dire que... tu accouches, ma chérie, tu vas bosser, on a des clients, on a des trucs. T'as tes clients, t'as tes boutiques, t'as tes magasins, et puis c'est une condition. C'est pour ça que je dis que finalement, si tu le fais pour l'argent, tu vas finalement dire, finalement, il y a peut-être un moyen plus facile d'avoir de l'argent. Là, des fois, t'es constamment dans le sacrifice, parce que il faut donner, t'as des engagements, t'as signé des choses, donc faut être responsable. Et donc finalement, c'est grâce à cette passion que tu continues à avancer. À tenir. Voilà. Et non pas par rapport au chèque à la fin du mois, non, c'est pas ça. Excellent. Pour terminer, c'est quoi les moments qui ont été les plus difficiles pour vous dans cette aventure jusqu'à aujourd'hui? 2. Les moments les plus difficiles et les moments les plus gratifiants. Commençons par le difficile, la mauvaise nouvelle d'abord et après. Chacune, vous avez le droit d'avoir des moments différents. Je t'ai dit, là, tu as envie d'abandonner, si ça arrivait. Ça, c'est un truc qui te montre l'intensité de la difficulté. Quand tu te dis, c'est tombé ce truc. Qu'est-ce que j'ai des moments difficiles, c'est quoi? Je veux dire, c'est des problèmes, Parce que quand on est entrepreneur, on a toujours des problèmes. Il n'y a jamais un moment où on n'a pas de problème. En fait, notre rôle, c'est de trouver des solutions. Souvent, je lui dis, mais ça, c'est notre job. Trouver des solutions. Il n'y a que des problèmes et on doit les solutionner. Donc, ça, vraiment, le cumul, des fois, c'est le cumul de... quoi, toi? Le cumul. 1 ou 2 problèmes qui t'ont marqué dans ces années. Et toi aussi, ça doit être des problèmes différents. Pas les mêmes. Des fois, c'est les switches, c'est pas facile, les switches. Par exemple, de se dire, quand on était au forum. C'est pas un problème. Si, c'est un problème. Nous, quand on était au forum d'EL, on n'avait pas prévu le Covid, On était contente, on avait notre boutique, c'est bon, on avait trouvé la meilleure version d'Elika, on disait ça. On a trouvé la meilleure version d'Elika. Et en fait, non. C'est pas la meilleure version. Il y a le Covid qui arrive. Donc, du coup, on fait quoi? Faut se réinventer. On va faire du B2B. OK, on va cibler qui? Toute cette remise en question, c'est pas facile, en fait. De se dire, on pensait avoir trouvé, effectivement, une version pérenne et de se dire qu'il faut encore changer, il faut encore se re-challenger, se remettre en question. Ça, c'est pas facile. Franchement, pour moi, c'était, on va dire, mes plus grosses, parce que c'est des moments de doute, en fait, où on va encore vers quelque chose qu'on connaît pas. Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va réussir à... La foi rentre en jeu. Toujours. Et je lui dis, on connaît pas, mais si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aussi. Et donc, du coup, on va retravailler notre produit. Et puis, finalement, ça marche. Voilà. Et toi, ce serait quoi comme moment difficile qui t'a marqué pendant cette aventure? Moi, vraiment, j'ai envie de dire, honnêtement, parce que moi, je vis de ma passion. Même quand c'est compliqué, je ne me plains jamais, quoi. C'est vrai qu'elle, franchement, si un jour elle se plaint, c'est que c'est la fin du monde. Quand vous dites ça, comme ça, c'est vrai que les gens peuvent avoir l'impression que faire de l'entrepreneuriat, c'est facile. Non, mais si vous dites que... Non, si je vous demande des moments difficiles, vous hésitez, non, c'est pas une hésitation. C'est quand j'ai switché. Mais c'est dur. Vous avez peut-être eu des trahisons, ou je sais pas moi, des fournisseurs, des clients, des... Ouais, mais ça fait partie de la vie d'aventure. C'est ça, parce que finalement, il faut bien comprendre à qui t'as affaire. Nous, on est passionnés. Ça veut dire que
dans notre souffrance, on est dans la joie. Ça veut dire que je sais que j'ai des soucis, mais j'arrive au bureau, je suis trop contente, voilà, je suis contente. C'est ça, en fait. Ça veut dire que finalement, la part de difficulté, parce que c'est dur. En fait, ça fait partie du package, en fait. Sur le moment, enfin, la reconnaissance qu'on a de vivre ça, en fait. Comme me dit Sabrina tout à l'heure, c'est plus d'1 million de personnes qui ont eu notre rêve entre les mains. Donc ça, finalement, ça n'a pas de prix. Alors oui, il y a des moments difficiles, et c'est difficile parce que des fois, t'as pas d'argent, des fois. Tu dois financer une commande, tu dois payer tes salariés, tu dois. Les salariés qui te laissent tomber. Du jour au lendemain. Voilà, qui te lâchent. Il y a des situations là comme le Covid on a eu où c'est très compliqué pour ta boîte, donc comme je disais, il y a la remise en question, mais ces moments difficiles ils sont minimes par rapport à tout ce que ça apporte. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut être passionné pour faire ça. Si t'es pas passionné, ça sert à rien. Voilà. Si tu fais ça que pour l'argent, ça sert à rien pour moi aussi. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué et parfois l'argent on le voit pas tout de suite aussi. Il y a des business qui nécessitent 3-4 ans de sacrifice de travail avant de pouvoir devenir gratifiant. Donc par contre, si pendant les 3-4 ans c'était qu'une affaire d'argent, on a tendance à abandonner parce que faut vraiment être passionné, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus. Après, c'est quoi votre truc plus gratifiant à contrario? Là, vous allez avoir des trucs à dire. Là, je sens. On a tout dit. C'est quand j'arrive le matin et je vois que mon rêve est là et ça fonctionne et c'est cool et que mes clients disent j'adore vos produits. Moi, voilà. Wow. Quand on a une nana qui nous tag depuis la Bulgarie, on comprend rien à ce qu'elle dit Elikia. Juste qu'elle dit Elikia. Avec son accent, voilà. On dit ok, ouais, wow. mais c'est ça. Voilà. En fait, on a réussi, c'est ça. C'est ça. On est contente. Là, on est... C'est ça. Et là, on a réussi, voilà. C'est ça. Parce que finalement, notre rêve, notre vision de la beauté est aussi, compris, validé par nos clients et ça n'a pas de valeur, ça. Pour le coup, on est vraiment contente. On arrive au terme. S'il fallait que vous donniez un conseil à toutes ces femmes qui n'ont peut-être pas eu votre courage, qui doutent, parce que malheureusement, j'ai constaté un truc très paradoxal, c'est que les femmes doutent plus que les hommes. C'est-à-dire que les femmes ont plus le syndrome de l'imposteur que les hommes. Elles se disent qu'elles ne sont pas légitimes à faire des choses, elles se disent que... Et pourtant, les hommes, ils se posent pas beaucoup de questions, ils se lancent. Et au final, c'est peut-être ça qui fait qu'on a plus d'hommes dans le business que de femmes, parce qu'au final, ils se lancent plus, ils se posent moins de questions, ils se remettent moins en question aussi. Alors que quand ils se sont lancés, au final, les femmes s'en sortent bien mieux que les hommes, parce que du coup, elles ont peut-être plus de freins, plus de recul, et les hommes sont souvent la tête sur le guidon. Si vous deviez parler un peu à ces femmes aujourd'hui avec votre expérience, et je sais que vous avez déjà rencontré beaucoup de femmes qui admirent votre parcours et qui hésitent, qui ont peur, qui ont des doutes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je leur dirais c'est un peu bateau, mais de croire en elles, de croire, d'avoir la foi au sens large, de croire en Dieu, mais de croire en elles. C'est-à-dire que si, effectivement, souvent on se dit ça, si on est dans cette situation, bien qu'elle soit pleine d'adversité, c'est parce que quelque part on est capable de relever le défi en fait. Donc de croire. C'est de croire et puis encore pour revenir toujours à mon même mot, la passion. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses il faut que ça ait du sens en fait. Il faut vraiment que ça ait un sens qui finalement vous anime, vous fasse vibrer et dire voilà parce que j'aime ça, je vais pouvoir passer des heures dans mes recherches, je vais pouvoir passer des heures en fabriquant mes produits parce que je suis animée par ça. Donc ça va pas forcément on n'aura pas l'impression de travailler, mais finalement de faire ce qu'on aime et du coup ça va matcher. Donc il faut finalement croire en soi, avoir la foi parce que c'est difficile quand il y a de l'adversité et puis être vraiment passionné. Petite question très importante pour moi. Vous avez démarré avec combien? Au tout début, 18-22 ans, c'est quoi votre capital de départ? Vous vous rappelez? Ouais, je sortais d'un plan de licenciement, je me rappelle, je crois que c'était quoi? C'était peut-être 35 000 €, il me semble, 35 000 €. C'est une belle somme pour démarrer. Ouais, pour commencer, c'était pas mal. Ça, et plus les économies, bien sûr. Plus les économies. Et ça, vous avez lancé votre premier institut? Le premier institut, voilà. À Val de Fontenay. Excellent. Écoutez, on arrive au terme. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, plaisir partagé. Et je pense qu'elle a inspiré beaucoup de gens. Vous vous êtes livrés, vous avez parlé de vrais sujets. Je pense que les gens savent reconnaître l'honnêteté et la transparence. Et j'essaie de pousser les gens quand ils viennent ici sur ce média à l'être, à dire les vraies choses. Et merci d'avoir joué le jeu. Merci infiniment pour l'invitation, on est ravis. J'espère qu'on vous reverra dans quelques années quand vous aurez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, nous, nos prochaines steps, c'est effectivement, on développe la marque, mais on veut encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, installer notre unité de production africaine,
faire Au Congo, c'est précis, c'est ça? Alors, on voit, on regarde. Ah, vous êtes ouvert, vous êtes ouvert. Très ouverte, ouais. Vraiment. Très ouverte. Africaine au sens large. Africaine au sens large, mais pourquoi pas au Congo? Bien et sûr. pourquoi pas dans plein de pays sympathiques où finalement on pourrait aussi apporter notre pierre à l'édifice au niveau de local, l'économie, c'est quelque chose C'est ça. Avoir qui de me tient. l'impact aussi. Avoir de l'impact aussi, parce que c'est ça, hein, c'est aussi à travers nos talents, nos dons, aussi essayer d'apporter et de peut-être transformer la vie de personnes. Donc c'est cool de donner de l'emploi aux gens et tout, donc c'est vraiment nos next steps. C'est un de vos objectifs. C'est ça. Vous C'est ouvrez ça. une unité en Afrique. Une unité avec nos magasins, hein, finalement. Aujourd'hui, on aime bien Victor Newman, on aime bien Maman Bittencourt aussi. Voilà. Et pourquoi pas, finalement, aussi, sur le marché, sur le continent africain, avoir des magasins, des marques, nos usines. Voilà. C'est vraiment nos points aussi, notre ambition. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup infiniment. De courage, beaucoup de succès. Oui, À très bientôt. À bientôt. Très bientôt.